Non, allez. Bien, mes chers collègues, nous avons le plaisir d'accueillir Luc Carvounas, maire d'Alfortville et vice-président de la métropole du Grand Paris et président de l'Union nationale des centres communaux et intercommunaux d'action sociale. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président, de vous être rendu disponible cet après-midi. Excusez effectivement l'absence d'un certain nombre de nos collègues pour cause de vote dans l'hémicycle, mais je ne doute pas qu'ils nous rejoindront très, très prochainement. On est ravis de vous accueillir parce que l'UNCAS est un observateur privilégié de la demande sociale. Les CCAS et CIS sont souvent d'ailleurs la première ligne de l'accompagnement des profils les plus en difficulté et finalement agissent au premier plan sur les politiques sociales. Les politiques sociales décentralisées sont un partenaire essentiel des pouvoirs publics dans la conception, la mise en œuvre sur l'ensemble des territoires. Et à ce titre-là, nous souhaitions pouvoir vous entendre dans le cadre de la délégation au regard finalement du partenariat État, collectivité territoriale, mise en œuvre de nos politiques de solidarité à côté des départements et d'autres acteurs. Je le disais, vous êtes souvent la première porte d'entrée pour accompagner et répondre aux besoins d'entraide de ces publics, avec des missions obligatoires, des fois méconnues, dans le débat politique est absolument essentiel, pour n'en citer que quelques-unes: la domiciliation des personnes sans domicile stable, l'accueil et l'information des demandes d'aide sociale comme le RSA, la mise en œuvre d'actions et de prévention et de développement social avec les partenaires que sont les services municipaux, mais également, je l'évoquais, les services départementaux d'aide sociale, les autres associations, organismes, CAF, MDPH, UDAF, Restaurants du Cœur. Et ces missions ont sans doute, et vous y reviendrez, j'imagine, été affectées par la crise sanitaire, le contexte d'inflation élevée qui, pour une partie de notre population, rend la situation plus difficile encore et qui renforce l'exigence collective de bien les accompagner. Et puis vous avez, on avait eu l'occasion d'en échanger, des missions qui se sont développées au-delà de ces missions obligatoires par les CCAS et les CIAS, autour du développement des épiceries solidaires, notamment autour des chèques d'accompagnement personnalisés, le portage des repas, les aides ménagères, l'hébergement d'urgence, des chantiers d'insertion. On voit bien à quel point vous avez un champ d'intervention extrêmement large. Et puis un volet sur lequel j'espère que vous reviendrez, c'est finalement au-delà de la coopération avec tous ces acteurs, de cette chaîne finalement de l'accompagnement, les conditions financières, les conditions de financement, et puis aussi l'exigence de bonne couverture territoriale. Comment on assure que cette mission de grande proximité, elle est finalement accessible à tous, quels que soient les territoires, puisque c'est un des sujets qui nous préoccupe beaucoup à la délégation et sur lequel nous travaillons, de fracture territoriale, d'accès aux services publics. Donc je ne serai pas plus long, je vais vous laisser la parole pour un propos liminaire avant d'ouvrir notre échange. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député, Monsieur l'administrateur, Monsieur. Tout d'abord, je souhaite bien évidemment vous remercier, Monsieur le Président, ainsi que la délégation, pour cette invitation à venir nous exprimer devant vous. Je suis accompagné de la délégation générale Hélène-Sophie Ménage de l'UNCAS et de Sacha Loiseau, qui est notre conseiller parlementaire. Vos travaux et ceux de vos homologues du Sénat, que je connais bien pour avoir été, vous le savez, moi-même parlementaire pendant 9 ans et dans les deux chambres, ont toujours été d'une très grande qualité. Votre rôle est donc déterminant pour maintenir un lien solide entre les collectivités territoriales et le Parlement. Je veux croire que vous connaissez, mais je l'ai entendu, déjà les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, mais je profite de cette première audition pour revenir brièvement sur leur mission et ouvrir quelques portes sur les sujets auxquels nous sommes confrontés au quotidien. Alors, sans remonter jusqu'à la Révolution française qui donna naissance aux ancêtres des CCAS, notons que les lois de décentralisation de 1986 leur ont conféré une mission de prévention et de développement social qui prend tout son sens aujourd'hui. Leur premier grand défi arrivera d'ailleurs avec la création du RMI en 1988 par le gouvernement de Michel Rocard. Leur histoire s'inscrit
dès le départ dans l'idéal républicain qui consiste à ne laisser aucun citoyen sur le bord du chemin. Aujourd'hui, dans une Ve République partiellement décentralisée et pour le moins bousculée par un contexte économique et social extrêmement tendu, le bloc communal joue un rôle clé dans la vie de nos concitoyens. Le dernier congrès des maires en a été la démonstration. Il a notamment mis en lumière les difficultés du couple maire-préfet, puisque tous les intervenants ont reconnu, la Première ministre la première, qu'il fallait renforcer le rôle des maires par un nouvel acte fort de décentralisation. Les CCAS sont la deuxième jambe, avec l'État, de la réponse aux crises, qu'elles soient sanitaires, économiques, écologiques, humanitaires ou maintenant énergétiques et sociales. Sans eux, aucune politique publique ne pourrait, à notre sens, être mise en œuvre par l'État, qui n'aurait pas alors le maillage territorial nécessaire pour les mener. Loin d'un rôle de supplétif dans lequel l'État a tendance un peu à nous enfermer, la crise sanitaire a montré toute l'importance de notre action aux côtés des personnes fragilisées par l'âge, le handicap, les difficultés économiques ou les reconfigurations familiales. Au vu de sa composition paritaire entre élus et représentants associatifs, de ses missions obligatoires telles que l'analyse des besoins sociaux, mais aussi de la souplesse de sa politique d'aide facultative, le CCAS est l'ingénieur d'une action sociale à 360 degrés. Plus encore, il est pour le citoyen à la fois le dernier recours et le premier guichet républicain. Aujourd'hui, le réseau des CCAS et CIAS représente 7 milliards d'euros de dépenses publiques par an, 126 000 agents territoriaux, 700 EHPAD gérés à travers le pays, plus de 1000 résidences autonomie, 315 000 attestations de domiciliation délivrées, plus de 300 épiceries sociales et solidaires, 1500 places d'hébergement pour les sans-abri, 1000 établissements d'accueil pour enfants, 50 points conseil budget. Ce réseau s'est doté dès 1926 d'une union nationale. Cela fait de l'UNCAS la deuxième association de maires la plus ancienne après l'AMF. L'Union nationale repose sur une gouvernance partagée entre tous les partis politiques. L'UNCAS représente plus de 10 000 communes et toutes celles de plus de 10 000 habitants sont toutes adhérentes. Nous couvrons près de 80% de la population dans l'Hexagone et les Outre-mer. Les CCAS s'organisent également en union départementale dans 72 territoires. J'espère que nous irons jusqu'à 100 à la fin de mon mandat. Jusqu'à Mayotte, où nous soutenons le développement de l'action sociale dans le cadre d'un projet européen. L'UNCAS est par ailleurs composée d'une délégation générale qui compte actuellement une vingtaine de permanents. Passé cette présentation générale, permettez-moi d'évoquer quelques-uns de nos sujets de préoccupation, en commençant par ceux qui ont donné lieu à une mobilisation dans le cadre du PLF et du PLFSS, mais aussi plus largement ce qui fait l'actualité du réseau. Tout d'abord, le contexte inflationniste et le coût de l'énergie exposent les CCAS à une forme de double peine. En premier lieu, l'augmentation des coûts de l'énergie affecte bien sûr l'ensemble des Français et parmi eux les plus en difficulté. Ce faisant, les CCAS sont sollicités sur leurs propres aides facultatives, mais aussi en tant qu'établissement public gestionnaire de nombreux équipements et services. L'UNCAS avait ainsi proposé dans le cadre du PLF une extension du bouclier tarifaire pour les communes. Si le PLFR 2022 a pris en compte un dispositif d'augmentation des dotations de l'État vers les collectivités territoriales les plus en difficulté, dans les faits, trop peu de communes sont encore concernées, mais je crois que les choses sont en train de bouger depuis hier soir. Nous parlons ici d'un impact direct sur des équipements du quotidien tels que les piscines, les écoles, les gymnases, les bibliothèques, avec des hausses de coûts, selon nos collègues de l'AMF, pouvant aller jusqu'à 300%. Du côté des intercommunalités, on parle d'un doublement au plus du montant de la facture énergétique pour les 3/4 d'entre elles. Or, malgré la hausse de la DGF de 1,7% l'an prochain pour les maires, le compte n'y est pas, les maires présidents de CCAS. J'ai, depuis le 11 décembre 2020, eu l'occasion, dans le cadre d'un tour de France, de rencontrer les CCAS ruraux comme urbains. Et tous ont, depuis mars 2020, augmenté leur budget pour répondre aux multiples crises. Pour autant, les budgets contraints des communes ne permettent pas d'abonder correctement leurs CCAS en dotation. C'est pourquoi, lorsque nous avions été sollicités par la Commission des finances de l'Assemblée nationale, l'UNCAS avait déposé une contribution écrite préconisant de flécher une partie des recettes de la taxe dite super-profit vers les CCAS. S'agissant des publics, l'UNCAS avait par exemple proposé la mise en place d'un service minimum de l'énergie, applicable à tous les fournisseurs, toute l'année,
mais malheureusement, nous avons été peu entendus sur le sujet. Or, je rappelle que les factures d'énergie sont le deuxième motif de demande d'aide facultative adressée au CCAS, et un CCAS sur deux en délivre. Ces aides arrivent juste après l'aide alimentaire et juste avant les aides à la restauration scolaire, mais aussi la mobilité, le logement, la culture, les loisirs. Tandis que tous les voyants de la demande sociale sont au rouge, que les communes vont être amenées à faire des choix drastiques dans des services essentiels, les capacités budgétaires des CCAS en tant qu'employeurs sont en parallèle impactées par les revalorisations salariales des agents. Suite au Ségur de la santé, nous avions obtenu une reconnaissance légitime de nos aides à domicile, particulièrement mobilisées sur le front de la crise sanitaire. Mais d'autres mesures de rattrapage sont intervenues par la suite qui ont eu pour ambition de lutter contre la crise d'attractivité des métiers du médico-social que nous connaissons. L'augmentation récente du point d'indice dans la fonction publique est bienvenue pour les agents, mais elle introduit beaucoup de confusion et de frustration entre ceux qui peuvent en bénéficier et les autres. Ces revalorisations, outre qu'elles se heurtent aux subtilités des cadres d'emploi de la fonction publique territoriale, mettent en difficulté beaucoup de collectivités. Pour certaines, la facture s'élève à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pour d'autres, elle se chiffre en millions. Dans le cadre du PLFSS, nous avons aussi porté des mesures liées au soutien à l'autonomie, autre sujet de préoccupation majeure de nos adhérents. Il s'agit ici de répondre à d'immenses besoins d'accompagnement. En 2030, un quart de la population aura plus de 65 ans. En 2050, la part des plus de 75 ans aura presque doublé. Parmi les mesures que nous avons défendues, je citerai la hausse du nombre de postes en EHPAD, mais aussi et surtout dans les services à domicile, plébiscités par les Français par un récent rapport de la Cour des comptes. Les projections démographiques d'ici à 2030 font état d'un besoin de près de 200 000 emplois temps plein supplémentaires qui seront nécessaires. Au-delà de l'approche médico-sociale que l'on a eu tendance à privilégier ces dernières années sur la question du bien vieillir, les villes sont et seront de plus en plus confrontées à des enjeux d'aménagement urbain, d'accessibilité, de logement, de lutte contre l'isolement. Pour ne citer que cet exemple, 75% des plus de 60 ans qui vivent chez eux sont propriétaires de leur logement, mais moins de 20% de ceux qui vivent en appartement disposent d'un ascenseur. Le plus souvent, ce sont des femmes seules et isolées, sans compter les personnes âgées aux petites retraites fragilisées par la crise. En l'absence de l'adoption pour l'heure d'une loi grand âge, l'UNICAS avait publié l'an dernier un livre blanc avec des propositions, notamment les 2 heures par semaine de sociabilisation dans les EHPAD et la revalorisation salariale des 26 000 agents publics d'aide à domicile. Compte tenu des perspectives démographiques, le temps presse et il convient de changer de braquet le plus rapidement possible, selon nous, pour être à la hauteur de l'enjeu. Tout a été dit sur le sujet. Chacun connaît la voie à emprunter, mais pour ce faire, il faut le courage politique de s'en donner les moyens. Or, la baisse de 5 milliards d'euros du financement de la 5e branche de la sécurité sociale consacrée à l'autonomie n'est pas un bon signal pour répondre à cette urgence. Par ailleurs, si l'UNCAS est associé au sous-groupe technique mis en place par le CNR, nous ne pouvons que nous étonner de ne pas avoir été invités à siéger au sein de ce même CNR au regard de nos spécificités. En ce sens, l'UNCAS s'étonne qu'au-delà des 5 grands chantiers décidés, rien n'ait été acté sur des chantiers sur les solidarités et la montée des pauvretés. Pourtant, nos élus sont au travail pour établir des propositions appuyées sur l'expérience de terrain au sein de groupes de travail thématiques. Je souhaite citer pour exemple ceux sur le sans-abrisme menés par les adjointes des grandes villes du pays ou encore notre dernier groupe constitué relatif au bien vieillir. Pour compléter ce rapide tour d'horizon de la question sociale telle qu'elle se manifeste dans nos communes et leurs CCAS, je pourrais citer également bien d'autres sujets. Parmi eux, l'apparition de nouveaux publics dans le prolongement de la crise sanitaire, salariés, intérimaires, jeunes, venus grossir les rangs de ces personnes qui témoignent d'une situation sociale explosive à laquelle nous devons répondre en lien avec nos partenaires associatifs, eux aussi en difficulté. Mais aussi l'accentuation des problématiques de santé mentale, le parent pauvre de la santé publique et plus généralement la question de l'accès aux soins à la campagne, mais aussi en ville. Sur le sujet, les CCAS ne sont pas les derniers à s'être lancés dans la création de maisons de santé communales. De manière générale, j'évoquerai également le report des charges sur les CCAS qu'engendre la dématérialisation des démarches administratives, laquelle génère plus de 13 millions d'exclus du numérique. En termes de maillage territorial, on ne le répétera jamais assez, l'action sociale repose d'abord et avant tout sur un lien humain et incarné.
Suite au mouvement des Gilets jaunes, nous avons vu l'intérêt porté au déploiement de certains dispositifs, tels que les maisons France Service, dont certaines sont portées par des CCAS. Un dispositif bienvenu aux yeux d'administrés qui avaient le sentiment d'être abandonnés par l'État, notamment en milieu rural. Je me rappelle toutefois que le forfait de l'État de 30 000 € par an et par maison reste donc bien en deçà du coût réel de l'ordre de 110 000 €. À charge encore et toujours pour les collectivités de prendre le relais des promesses et manquements de l'État. L'UNCAS suivra de près la mise en œuvre de la saison 2 et notamment l'idée de renforcer le aller vert, plus que jamais indispensable, mais aussi celle d'enrichir le bouquet de services, et notamment ceux de la Banque de France, dont l'UNCAS est partenaire dans la lutte contre le surendettement. De manière transversale, les CCAS sont les premiers confrontés à la multiplication des situations de crise liées au dérèglement climatique, comme les feux de forêt l'ont illustré cet été, ou au désordre du monde, pour ne citer que l'exemple de l'accueil des réfugiés ukrainiens. À chaque fois, les CCAS répondent présents. Ils relogent en urgence, accompagnent, nourrissent ceux qui ont tout perdu, aident aux démarches administratives, etc. Si les CCAS sont habitués aux situations d'urgence, ils ont néanmoins besoin d'un cadre et d'orientation clairs. Dit autrement, ils attendent une politique sociale au niveau national, structurante et ambitieuse, et pas la systématisation d'appels à projets dont ils ne veulent plus entendre parler. À ce titre, nous observons que la concertation vient à nouveau d'être lancée autour du pacte des solidarités, censé prendre le relais de la stratégie pauvreté 2018-2022. 4 axes ont été annoncés par la Première ministre début novembre, allant de l'accès à l'emploi à la lutte contre la grande exclusion. Je rappelle d'ailleurs notre récent engagement dans une tribune du JDD le 20 novembre dernier pour qu'aucun enfant ne dorme plus à la rue dès cet hiver. Il s'agit de 42 000 enfants dont nous parlons, que notre pays se doit de sortir de la rue. La Nuit des solidarités, le 26 janvier prochain, qui réunit 28 villes de la métropole du Grand Paris et bientôt d'autres grandes villes comme Marseille, doit être l'occasion de rappeler l'action des élus locaux aux côtés des associations pour lutter contre le sans-abrisme. Nous attendons donc avec impatience d'en savoir plus sur l'acte 2 de la contractualisation avec les collectivités, dont on nous dit qu'elle doit être renforcée, ou encore de l'ambition d'adapter la stratégie à certains territoires ruraux ou ultramarins. Sur ce dernier point, l'UNCAS a fait, dans le cadre de ce mandat 2020-2026, de la question des Outre-mer une priorité. C'est pour cela que j'ai souhaité nommer première vice-présidente Mme Erika Barrette, maire de Saint-Denis de la Réunion et ancienne ministre des Outre-mer. En janvier prochain, je serai à la Martinique et en Guadeloupe pour lancer notre congrès 2023 consacré aux Outre-mer qui se terminera en novembre prochain à La Réunion. Nous avons d'ores et déjà invité le ministre Jean-François Carenco à participer à nos travaux qui contribueront à la création d'un baromètre annuel réunissant les indicateurs sociaux dans les Outre-mer. Cette année 2023 verra aussi la clôture de Design Palace, à savoir la formation de tous les personnels des 17 CCAS de Mayotte avec l'appui du Fonds social européen. D'ailleurs, pour votre parfaite information, l'UNCAS jouit d'un bureau à Bruxelles et dans ce cadre, nous prévoyons de rencontrer les différentes délégations françaises qui y siègent afin de leur présenter nos travaux, que ce soit à Mayotte ou dans le cadre du Grand Athènes. Le modèle social français, qu'est le CCAS, intéresse, messieurs les députés, monsieur le président, bon nombre de pays. Je veux citer pour exemple l'Arménie, la Côte d'Ivoire et au-delà tout le réseau de la francophonie. De même, si nous sommes a priori ouverts au principe des expérimentations, nous restons extrêmement vigilants sur toutes les mesures qui, in fine, sous couvert de modernisation, porteraient atteinte à notre modèle social ou viendraient accentuer encore davantage les inégalités et les représentations stigmatisantes qui entourent trop souvent les personnes en difficulté. Je pense par exemple aux quelques 2 millions de bénéficiaires du RSA que les CCAS accompagnent en levant leurs freins d'accès à l'emploi et pour lesquels nous ne saurions accepter un accompagnement social au rabais. Sur tous ces sujets, l'UNCAS travaille de concert et en bonne intelligence avec les services de l'État, ses partenaires publics ou privés que sont les fournisseurs d'énergie ou la Caisse nationale de solidarité et autonomie. Nous avons pour ambition de pouvoir le faire plus encore avec les parlementaires. J'en profite à ce titre pour vous inviter tous à participer à notre prochain congrès national de l'UNCAS qui aura lieu les 27, 28, 29 mars prochains à Bourges. C'est du teasing, messieurs. Ce sera l'occasion pour nous de lancer notre baromètre du social. Il prendra notamment en considération des indicateurs qui passent trop souvent sous les radars et doivent nous inquiéter, tels que les recouvrements des factures de cantines scolaires ou encore la capacité des ménages à partir en vacances avec leurs enfants. Voilà, je ne serai pas plus long que cela, mais en tous les cas, encore merci, Monsieur le Président, parce que je pense que
en quelques minutes, cela m'a permis de dresser un champ de travail de l'UNCAS qui ne doit pas être forcément connu à ce niveau-là. Merci, Monsieur le Président, pour ce balayage finalement assez large et complet de vos problématiques, qui me soit permis aussi de remercier l'ensemble des agents des CCAS et IAS qui sont très impliqués, on le sait, dans l'accompagnement des publics les plus fragiles. On connaît leur engagement et je voulais, au nom de la délégation, le saluer. Vous dire aussi, Monsieur le Président, que vous avez ici, au sein de la délégation, mais je crois à l'Assemblée, des élus très attentifs à la situation des collectivités territoriales. Vous l'avez dit, elles sont fortement frappées, mais finalement, comme les Français, comme les entreprises, par la crise, la crise de l'énergie. Et nous avons, je crois, grâce à un dialogue constant avec les représentants des associations, avec le gouvernement, bâti progressivement. Et je dis progressivement, et c'est bien normal parce que la crise, elle est évolutive, des réponses à leurs préoccupations. Vous redire ici que, naturellement, le fait que nous ayons défendu une augmentation de la dotation globale de fonctionnement, qui est historique, 300 millions d'euros, là où on sort des années de stabilité, voire des années de baisse, sous le mandat de François Hollande, je tenais à vous le rappeler, les collectivités locales ont vu leur dotation globale de fonctionnement baisser de plus de 11 milliards d'euros. Donc, stabilité sous la dernière mandature, une hausse de 300 millions d'euros. Nous avons entendu, je crois, ces difficultés. Nous avons bâti de manière transpartisane des dispositifs pour les accompagner face à la crise énergétique, pour les protéger face à la crise énergétique. Dès juillet, à l'initiative d'un amendement d'une collègue membre de la délégation, Christine Pires-Bonne, un filet de sécurité que nous allons étendre pour 2023, et les discussions sont encore en cours dans le dialogue avec le Sénat pour bâtir le dispositif le plus adapté possible. Notre enjeu, et vous l'avez dit, pour les publics vous accompagner, finalement, c'est aussi de ne laisser aucune collectivité territoriale sur le bord du chemin et de toutes les accompagner dans cette crise. Et puis, vous dire que nous nous sommes battus, la majorité, pour vous conserver aux collectivités et aux villes en particulier, dont vous dépendez très directement, des recettes dynamiques. Je le dis, nous sommes battus parce que certains groupes ont voulu baisser la revalorisation automatique des valeurs foncières, là où elles doivent progresser avec l'inflation de 7%. On a dû se battre contre des amendements qui voulaient la ramener à 3,5%, vous amputant 1,5 milliard d'euros de recettes. Et je le dis, je pense qu'on vous a entendu, on a défendu cette position qui permet aussi d'avoir des recettes très dynamiques. Et vous dire que ce qu'on a fait pour les collectivités, naturellement, on l'a fait aussi pour les usagers, les citoyens, les bénéficiaires aussi, que vous retrouvez au sein des CCAS avec le bouclier tarifaire, le chèque énergie. Donc, sachez qu'ici, nous sommes extrêmement vigilants et à l'écoute de toutes les remontées qui nous sont faites, à la fois directement ou par les associations d'élus. Je voudrais également vous dire et saluer avec vous tous les progrès en matière d'accès aux services publics. Vous l'avez dit sur les maisons France Service, partageons entre nous que c'est quand même un beau projet qui a été mené pour rapprocher le service public de nos concitoyens, y compris pour les accompagner dans les démarches. 2600 maisons France Service d'ici la fin de l'année. C'est un beau projet partenarial avec les collectivités territoriales et bien sûr la saison 2, aller vers les publics qui même ne franchissent pas les portes des maisons France Service, doit être un peu un enjeu partagé au sein de ces maisons France Service. Et vous dire que je rebondis sur la proposition, alors naturellement d'aller à Bourges, mais aussi que comptez sur nous. Je pense que nous sommes plusieurs à répondre à cette invitation sur le RSA. L'exigence de l'accompagnement, parce que ce sont les publics que vous voyez dans les CCAS en priorité, et à travers la réforme de France Travail, c'est aussi l'exigence d'un accompagnement plus intensif, de qualité vers tous les publics, et notamment vers les publics bénéficiaires du RSA. Bon, pardon, j'étais un peu long en réponse, mais aussi pour essayer de répondre aux inquiétudes que vous formuliez. Moi, j'avais peut-être une question pour ouvrir le débat qui traverse un peu tous nos débats au sein des fois de la délégation. C'est comment, finalement, vous voyez sur le champ de la politique sociale, comment on arrive à concilier deux exigences.
la grande territorialisation, et je trouve que vous incarnez parfaitement la proximité, la territorialisation, mais aussi l'exigence d'un niveau de service partout sur le territoire. Alors je vais prendre un exemple qui n'est pas directement mis en œuvre par les CCAS, mais quand on voit par exemple le travail sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap, sur l'aide sociale à l'enfance, régulièrement le pays traversé de débats en disant comment se fait-il que sur notre territoire on ait autant d'écarts finalement dans le service rendu à nos publics. Donc comment est-ce qu'on peut conjuguer des politiques décentralisées avec une exigence de qualité, une exigence de service partout sur le territoire. Et finalement, dans la mission qui est la vôtre, comment vous voyez notamment, je pense, en milieu rural, comment vous voyez cette couverture finalement de l'offre de service des CCAS et CIAS? Voilà, je vous laisse peut-être répondre, en fait, et puis après on commence le tour de table. C'est aussi pour ça qu'on a rappelé peut-être de la nécessité d'avoir un cadre national porté par le législateur, parce qu'à faire mon tour de France, en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas un CCAS qui porte les mêmes politiques publiques qu'un autre. Et que l'on soit à Hirson, que l'on soit à Clermont-Ferrand, que l'on soit à Alfortville, ce ne seront pas les mêmes prérogatives. Et c'est toujours à l'initiative de la volonté politique du maire ou de la maire, présidente du CCAS, que l'on a des champs très différents. Moi, j'étais frappé à Hirson, c'est une commune de 9000 habitants, où le maire a souhaité que son CCAS porte toutes les politiques d'insertion professionnelle, de jeunesse, de sécurité, de petite enfance. Et alors, certes, le DGS avait un prisme, puisque c'était l'ancien directeur du CCAS, mais voilà, et c'est avec des choses très innovantes sur le tutorat pour l'apprentissage, avec une ressourcerie à côté du CCAS. Bon. Et des exemples comme ça, je peux vous en donner à foison. Mais encore une fois, et vous l'avez dit, ce sera la discrétion, on va dire, de la volonté politique de chaque maire élu. Donc, moi, je pense que l'on pourrait avoir un cadre national, mais un cadre national aussi avec les moyens affectés. Je ne vais pas rentrer dans une polémique, j'ai bien entendu l'effort historique sur la DGF. Si je devais se matcher un peu, je vous dirais oui, mais jusqu'à présent, elle était toujours indexée sur l'inflation. Donc, il aurait fallu qu'elle soit à 800 millions et pas à 320 millions, Monsieur le Président. Mais bon, pas depuis 2010. On ne va pas avoir d'esprit polémique. Et j'ai bien entendu ce que vous avez dit sur le président Hollande. Et d'ailleurs, il avait un ministre de l'économie devenu célèbre aujourd'hui. Donc, refermons la parenthèse, mais il faut les moyens. Et moi, ce que je vois, c'est qu'on rentre dans... Sincèrement, mais vous le voyez dans vos circonscriptions, on va arriver dans les semaines à venir dans une crise sociale sans précédent. Je vais vous donner des exemples très concrets. À partir du moment où nos concitoyens vont commencer, et heureusement qu'il y a le bouclier énergie, à recevoir les factures 1er janvier, 1er mars, se rendre compte que tout augmente sur la facture énergétique, que même les bailleurs sociaux vont faire les appels à provision de charges dès le mois de janvier, et que ça va être plus, que vont faire nos compatriotes? Ils vont venir dans nos CCAS, si tant est qu'ils aient bien compris les politiques publiques que portent les CCAS, parce que si on doit noter une chose du premier confinement, et notamment chez nos jeunes, eux, ils pensaient que cet acronyme CCAS n'était pas pour eux, et qu'ils ne poussaient pas la porte du CCAS pour essayer d'être aidés quand ils n'avaient plus de petits boulots, parce qu'ils étaient confinés comme étudiants, et qu'ils avaient des problèmes pour se restaurer, donc ils allaient dans les épiceries sociales ou au Resto du Cœur. Donc tout ça, pour faire sens, moi je pense qu'il faut aussi que le réseau des CCAS et des CIS se modernise. C'est ce que, modestement, avec le bureau et le conseil d'administration, on essaye de faire. Qu'on fasse des propositions, parce que moi, je l'ai toujours dit, dans le cadre du Parlement du non-cumul, les associations de maires, nous sommes une association de maires, nous sommes les premiers lobbyistes du Parlement. Et donc, c'est à nous aussi de faire, comme on le fait grâce à vous, Monsieur le Président et la délégation, ce reporting nécessaire pour vous permettre, dans vos réflexions, de construire la loi et de nous accompagner demain. Mais je pense, encore une fois, que si on doit être sur ces deux jambes, l'État, collectivité, CCAS, il faut ce cadre national. Et ça, ce n'est pas les maires que nous sommes, je ne suis plus législateur, qui pouvons le faire. Et toujours penser à mettre les moyens afférents. La taxe d'habitation, ce n'est pas un faux débat. Je vous en avais parlé, il faut réfléchir à une revoyure. On ne peut pas dire qu'il y a une crise du logement en France où il faut 500 000 logements par an et en Ile-de-France 70 000. Et quand on a des maires bâtisseurs, dont modestement je fais partie, ma taxe d'habitation soit toujours celle de 2019 quand je livre des milliers de nouveaux logements et que j'accueille des nouvelles familles, donc écoles, centres de loisirs, services, etc. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, les CCAS sont en première ligne et encore une fois, tous les maires que je rencontre dans le réseau ou ailleurs ont tous abondé et de loin justement leur ligne budgétaire d'aide. Mais sauf qu'à un moment, cette subvention
que le conseil municipal vote pour aider son CCAS va trouver ses limites. Nos budgets ne sont pas exponentiels. Voilà. Merci. Pour le groupe Renaissance, David Valence. Oui, donc j'ai été maire pendant 8 ans et demi et président du centre communal d'action sociale à Saint-Dié-des-Vosges, dans une ville de 20 000 habitants, et dans une ville qui avait un CCAS assez important, notamment parce que un CCAS dans lequel il y avait un EHPAD, et avec tout ce que ça peut induire de préoccupations pendant la crise Covid qu'on a partagée avec mes collègues élus municipaux. Ma question, néanmoins, et je m'en excuse presque, elle est un peu institutionnelle. À plusieurs reprises dans vos prises de parole, et dans celle d'ailleurs du président de la délégation, on a navigué entre les CCAS et les CIAS. Je voulais que vous... Or, par définition, un CCAS assume des charges qui sont en partie des charges de centralité. Quand on accueille des associations sociales qui tiennent des permanences dans nos locaux, quand on gère un EHPAD, quand on met des assistantes sociales qui sont mobilisées et qui, évidemment, ne trient pas en fonction de l'origine des habitants et de leur commune de résidence. Bref, on fait de la centralité. Quel bilan vous pouvez tirer d'une forme d'intercommunalisation des CCAS ces dernières années à la faveur de la montée du mouvement intercommunal, et quel regard aussi vous jetez sur ce qui s'est fait d'ores et déjà avec le recul, là où certains CCAS sont devenus des CIAS? On prend deux, trois questions, si ça n'ennuie pas. Pour le Rassemblement national, Jocelyn de Signy. Tout d'abord, merci pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Je tiens, avant de commencer mon propos, à saluer le travail quotidien des employés du CCAS qui sont, vous l'avez rappelé, en première ligne auprès de nos concitoyens. C'est souvent le seul lien que nos anciens peuvent avoir dans les milieux ruraux, et c'est un lien qui, évidemment, est très important. Vous l'avez rappelé également, aujourd'hui, vous avez des nouveaux publics, des intérimaires, des gens qui sont dans une situation un peu plus précaire, des publics plus jeunes. Et au niveau du territoire, on constate effectivement, comme vous le disiez, qu'à Hirson, à Villers-Cotterêts ou ailleurs, les besoins ne sont pas les mêmes et les compétences des CCAS ne sont pas les mêmes non plus. Donc il y a une certaine adaptation qui doit avoir. Je ne sais pas comment vous arrivez à gérer. Est-ce qu'il y a une colonne vertébrale d'actions qui sont d'ordre compétences traditionnelles et d'autres plus particulières au territoire? Ma question, c'est concernant l'électronisme, donc l'illettrisme numérique. Aujourd'hui, on a parlé des maisons France Service qui accompagnent un certain nombre de personnes, mais on constate encore que beaucoup ne sont pas en mesure de pouvoir aller sur les sites du gouvernement pour faire leur... pas que, mais le site de l'État pour aller pour déclarer leurs impôts, pour aller récupérer des informations auprès de la CAF, de la Sécurité sociale et autres. Et donc, c'est un petit peu compliqué pour un certain nombre. Donc, étant donné que vous êtes en première ligne, quelles sont vos préconisations à ce niveau-là? Et ma deuxième question, ce sera concernant, donc, elle sera d'ordre beaucoup plus financier. Vous l'avez dit, les communes subventionnent les CCAS, et chaque année, chez nous à Villers-Cotterêts, mais j'imagine que c'est le cas dans beaucoup de communes, on est obligé de renflouer le CCAS parce que les besoins ont été plus importants qu'attendus. Ils augmentent d'année en année. Cette année, avec la crise énergétique qu'on connaît, on peut s'attendre à une explosion des subventions communales. Quelles pourraient être pour vous les préconisations? Comment on peut accompagner au mieux les communes pour pouvoir accompagner à leur tour le CCAS? Merci. Merci. Et pour le groupe Horizon, Marie-Agnès Poussé-Winsbach. Bonsoir. D'abord, désolée de mon retard. Donc, ce qui fait que je n'ai pas entendu ce que vous aviez dit. Donc, j'espère que je ne vais pas être redondante. Chaque CCAS, par nature, je pense, est différent. David Valence vous indiquait tout à l'heure que chez lui, ils avaient la gestion d'un EHPAD. Moi, j'étais maire de Fécamp et présidente du CCAS également jusqu'à il y a quelques semaines. Et nous avions un foyer de jeunes, avec tout ce que ça a de compliqué, puisque les tarifications sont faites par le département. Nous avons également en charge un EPMSF, alors là c'est avec l'ARS, et un service d'aide à domicile.
Tu as évoqué, David, tout à l'heure, l'intercommunalité. Et moi, j'ai souvent été saisie par la difficulté que l'on avait à faire comprendre parfois à certains maires ruraux, notamment, des difficultés qui étaient aussi rencontrées dans leur commune. Parce que bien souvent, on va dans la commune-centre, au CCAS de la commune-centre, dans les associations caritatives qui existent dans la ville-centre, et nous, chez nous, on a le sentiment que tout va bien, il n'y a pas de soucis, etc. Donc, est-ce que vous avez une approche? En revanche, dès lors que nous parlons de CIAS, eh bien, parfois, il y a une peur, parce qu'on se dit on va devoir financer en gros le gros CCAS de la ville-centre. Bon. Une fois qu'on a dit ça, de nombreux territoires encouragés notamment par la CAF ont entrepris notamment des analyses des besoins sociaux à l'échelle d'un territoire. Mais est-ce que vous n'auriez pas une idée, par exemple, de ce qui pourrait être fait pour encourager plus les maires des communes rurales à avoir une vision plus claire de leur territoire et de la situation telle qu'elle est? Enfin, un autre point, notamment sur un grand nombre de CCAS sont encore en charge des services d'aide à domicile. Et on connaît la complexité aujourd'hui de gérer des statuts d'agents de la fonction publique avec une situation très particulière, puisque ces agents-là, on paye pas les déplacements, ou quand on les paye, on paye pas tout. Est-ce que vous pensez que le législateur doit vraiment s'attaquer à ce sujet et regarder de quelle manière, mais avec quels moyens aussi, puisque les collectivités aujourd'hui, un certain nombre ont par exemple opté pour des contrats de 27h30 parce que ça permettait eh bien de ne pas payer un certain nombre de cotisations. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour leur proposer des 35 heures Enfin, je ne veux pas être trop technique, mais est-ce que vous pensez que là-dessus, on doit travailler aussi, et quel retour vous avez? Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, il y a toujours eu un débat politique entre le bloc communal et le bloc intercommunal, et on a toujours eu des maires réticents, pensant effectivement que la ville centrale va donner le là à la vie quotidienne de la commune qui serait adhérente de cette intercommunalité. Moi, je suis un pro-partisan de l'intercommunalité. Donc, je vais avoir un prisme un peu déformé dans ma réponse, et je crois que quand j'en parle avec des maires, certes, encore récemment, un président de métropole, et le législateur a permis, dans le cadre de la loi 3DS, que les métropoles organisent des CIAS. Aujourd'hui, au regard de ce qu'est notre réseau, les CIAS sont loin d'être la grande majorité. Nous sommes plus de 4000 établissements, je crois 4200 établissements publics adhérents, quand je parlais de 80% du maillage territorial, et en termes d'adhérents CIAS, c'est même pas 170, 175. Donc vous voyez le déséquilibre, ce n'est pas le fait majoritaire, loin de là. Et moi, je crois effectivement que le législateur doit continuer, comme il l'a fait dans le cadre de la loi 3DS, à apporter un cadre qui permette de faciliter les mutualisations, parce qu'il s'agit aussi de ça, de reporting d'expérience et d'efficacité. Moi, j'ai des CIAS en province qui fonctionnent très bien, et puis sur l'évolution, je passerai la parole à ma déléguée générale, mais je pense que vous, dans le cadre d'une nouvelle loi de décentralisation, cette notion du CS pourrait être prise en compte par le législateur pour faciliter les regroupements. De la même manière, je pense que c'est au législateur de donner un même cadre pour tous les agents publics, et notamment les 26 000 agents d'aide à domicile qui existent en France. Quand le gouvernement a entendu ce que nous demandions sur l'intégration dans le cadre de la loi Ségur, et les fameux 183 € mensuels en plus, je pense que pour ce que vous avez dit, Madame la députée, où il y a, selon l'endroit où on travaille, c'est pas la même histoire à la fin du mois. Je pense qu'il faut que là, le législateur mette un cadre clair par rapport à des fonctions très particulières.
Ensuite, peut-être sur l'évolution CCAS-CIS. Oui, peut-être en complément sur la nature des missions confiées au CIS. En fait, ce dont on se rend compte sur le terrain, c'est qu'il y a une ligne de partage en fait assez simple qui est liée à l'intérêt communautaire et donc revient à l'échelon intercommunal, ce qui doit être ou peut être géré à l'échelon intercommunal et reste au plan local, parce que c'est un point d'attention évidemment important de l'UNCAS, la notion de proximité. Et dans les faits, certains CIS se sont spécialisés sur les questions petite enfance, d'autres font beaucoup de portage de repas ou autres, et on se rend compte en réalité que le CIS porte un certain nombre d'équipements structurants avec effectivement le rôle clé de la ville-centre, et puis les CCS du territoire intercommunal continuent maintenir une activité. Dit autrement, ce n'est pas parce que vous avez eu création d'un CIS que vous avez de facto suppression des CCS sur ce même territoire, et donc vous avez au contraire des liens entre le CIS et les CCS maintenus sur le territoire intercommunal, et parfois d'ailleurs des liens, un rôle de coordination du CIS en direction des secrétaires de mairie. Ça répond peut-être aussi un peu à votre question sur le poids et l'intérêt des centres intercommunaux d'action sociale en milieu rural, le lien avec les secrétaires de mairie parfois un peu démunis, en tout cas souvent isolés, et puis des CIS qui peuvent aussi, pour compléter le tableau, je dirais, des missions, des CIS qui peuvent également mener une analyse des besoins sociaux à leur niveau et donner à voir justement cette problématique sociale, peut-être faciliter aussi cette visibilité de la question sociale sur l'ensemble du territoire intercommunal, et y compris sur les petites communes de l'intercommunalité. Voilà, notamment, ça a été rappelé par monsieur le député, dans toutes nos villes, nous maîtrisons ce qu'on appelle l'analyse des besoins sociaux. On a le scope exact de la précarité et des attentes sur notre territoire communal. L'UNCAS réfléchit à un débat où le département pourrait demain être peut-être, on va dire, le guichet d'entrée de l'accès aux droits, mais que dans l'aspect opérationnel des choses, on confie aux maires et au CCAS la mise en œuvre, avec les moyens évidemment, la mise en œuvre des actions au plus proche du territoire. Enfin, monsieur le député, sur la question de l'électronisme, aujourd'hui l'UNCAS a, pour la 3e année consécutive, puisque nous avons pris un amendement à notre convention au moment du congrès des maires, nous travaillons avec la NCT depuis maintenant 2 ans, ce qui nous permet de former des conseillers numériques par plusieurs centaines. D'ailleurs, dans le cadre du plan de relance, beaucoup de collectivités ont bénéficié de conseillers numériques justement pour travailler contre cet électronisme. Et en même temps, je vous le dis, ce qui m'étonne toujours, parce que nous sommes tous avec nos smartphones et autres, tous nos concitoyens ne sont pas pour du 100% numérique. Et il y a un équilibre à trouver. Et il ne faudrait pas qu'on tende vers une société du tout numérique qui va faire du décrochage, d'abord parce qu'il y a des zones blanches en France et tout le monde n'a pas accès à Internet, et c'est compliqué. Mais en tous les cas, nous sommes sur cette question-là de manière très forte. Et enfin, sur ces budgets CCS qui ne cessent de devoir être augmentés, c'était ce que nous avons fait avec la Commission des finances, cette proposition sur, appelons la taxe super profit, mais pour nommer les choses, même si constitutionnellement on ne peut pas flécher, nous le savons, vers les CCAS, mais c'était de faire passer le message, de penser à flécher quand même vers nos territoires pour l'aide sociale. Et enfin, nous essayons de pallier un petit peu à ce manque de moyens, l'UNCAS, avec notre réseau et avec notre budget propre. Nous avons lancé pour la première fois un appel à projets à tous nos adhérents afin de pouvoir venir les accompagner sur des projets, que ce soit un projet de jardin familial, que ce soit un projet dans une résidence autonome d'acheter un fauteuil pour une personne à mobilité réduite. Voilà, nous essayons d'apporter une aide financière à la mesure de nos moyens. Nous restons un réseau associatif. Merci. Pour le 2e tour, pour le groupe Renaissance, Lionel Royer-Perron. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, d'abord, je voulais vous dire qu'effectivement, mais vous le savez mieux que quiconque, vous qui avez siégé ici dans cette Assemblée, que les élus qui siègent ici au sein de cette délégation sont des élus qui sont profondément attachés aux faits territorial et qui ont pour la plupart été élus locaux. C'est mon cas en ayant été maire et en ayant été président d'office HLM.
Donc lorsque vous faites état de la situation de crise dans laquelle nos concitoyens se trouvent et de la dynamique de précarité en quelque sorte qui est enclenchée depuis maintenant plusieurs semaines voire plusieurs mois, vous imaginez bien que nous en sommes parfaitement conscients et que nous avons à cœur de veiller à ce que nos administrés qui sont en grande difficulté puissent trouver les réponses et les écoutes nécessaires pour surmonter ce temps de crise. Vous avez évoqué dans votre propos liminaire un sujet qui, je pense, nous tient tous et tout à cœur, à savoir le sans-abrisme, et notamment le fait qu'il y ait aujourd'hui en France, dans ce pays, 42 000 enfants qui soient touchés par ce sans-abrisme. Alors certes, il y a une nuit de la solidarité. Moi, je suis député de Marseille, donc oui, effectivement, à Marseille, il y a la nuit de la solidarité. Mais au-delà de cette nuit qui vise à sensibiliser, qui vise à mettre tous les acteurs à l'unisson, finalement, quels sont... Vous avez vous-même, d'ailleurs, sur le sans-abrisme, fait une tribune, je crois, dans le JDD. Bon, quelles sont les propositions concrètes en tant qu'acteur de terrain, en tant qu'acteur de territoire, vous portez, vous faites pour justement tenter de résoudre ce phénomène? Le deuxième sujet, lors du Salon des maires d'ailleurs, vous êtes exprimé sur la nécessité d'apprendre, je vous cite, à mieux travailler ensemble et non pas en silo. Donc là aussi, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Quelles sont les propositions concrètes que vous souhaitez soumettre aux législateurs que nous sommes pour justement peut-être réorganiser ou mieux organiser donc nos services de proximité? Enfin, je poserai une question sur l'allée vert, qui est un véritable sujet de politique publique de proximité. Je crois que nous tous, aujourd'hui, nous essayons de développer dans nos territoires des solutions pour être au plus proche de ceux qui en ont réellement besoin. Les maisons France Service sont une réponse à cela, mais peut-être avez-vous connaissance, de par votre je dirais, visite, votre tour de France en quelque sorte, d'initiatives un peu originales qui pourraient là aussi être source d'inspiration. Moi, l'expérience que j'ai en tant qu'ancien bailleur social, c'est que souvent nous avons des jeunes, mais quelquefois aussi des moins jeunes, qui ne vont pas au-delà de la cité au sein de laquelle ils habitent, et que c'est le territoire qu'ils connaissent le mieux, et quelquefois ils ne connaissent même pas le centre-ville de leur ville. Typiquement, à Marseille, les jeunes des cités des quartiers nord ne connaissent quelquefois même pas ni le Vieux-Port, ni le Mucem. Et donc, on sent bien qu'il faut aller vers ces publics en pied d'immeuble. Et donc, typiquement, quelles sont les initiatives que vous pourriez mettre en exergue en réponse à ces interrogations? Je vous en remercie. Merci, Monsieur Roux, pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président, et merci également, Monsieur le Président, de votre présence devant nous cet après-midi. J'étais effectivement très sensible à ce que vous évoquiez, c'est-à-dire aux extrêmes disparités qu'on peut retrouver d'un endroit, d'une commune ou d'un territoire à un autre, et je vous rejoins sur cette nécessité d'un cadre qui puisse permettre de clarifier les choses. Et il y avait deux points sur lesquels je souhaitais vous interroger. Le premier, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la crise qui est déjà présente et qui va sans doute s'accentuer dans les mois qui viennent entre l'énergie, le coût du carburant, mais aussi le prix des produits de première nécessité, avec les augmentations qu'on connaît, de 289% pour l'huile en l'espace de 2 ans, 115% pour le beurre. Enfin, on va pas faire toute la liste des courses, mais en tout cas, on sait que certaines communes ont décidé d'augmenter les prix de la restauration scolaire. Donc, est-ce que là, les CCAS pourront jouer, on va dire, un rôle modérateur sur cette question? Et puis, deuxième point. Encore une fois, on part tous d'exemples que nous avons pu connaître dans nos communes ou intercommunalités respectives. Moi, j'avais l'impression que le CCAS était largement sous-utilisé. C'est-à-dire, vous évoquiez tout à l'heure le fait que des jeunes ne se sentent pas légitimes ou en tout cas
et qu'il ne soit pas naturel pour eux de venir taper à la porte d'un CCAS. Je crois que c'est vrai pour un certain nombre d'habitants, d'habitantes dans les communes. Donc, est-ce que voilà, vous avez des éléments sur ce non-recours ou ce faible recours finalement à l'aide sociale par ce biais? Je vous en prie, Monsieur le Président. Alors, très rapidement, alors, que font les CCAS par rapport à la question du sans-abrisme, de ces enfants dehors? Moi, je suis là aussi extrêmement frappé par le nombre de collectivités qui gèrent avec leur CCAS des logements d'urgence. Et quelle que soit la taille de la collectivité, hein. J'étais dans le Puy-de-Dôme, il y avait une douzaine. J'étais dans les Yvelines, il y en avait 2. Bon, c'est très disparate, mais ça existe. Comme il existe des volontés de nombreux maires présidents de CCAS de mettre à disposition des logements vacants, villes, ou de les rendre dans tous les cas vacants pour pouvoir, en faisant des travaux, etc., de les mettre dans le pot commun. Moi, j'avais proposé au service de l'État de se servir du réseau des CCAS, justement, pour faire un peu ce reporting et qu'on puisse savoir, en tout point du territoire national, puisqu'on nous sommes quand même présents assez partout, on pourrait dire au gouvernement, ben voilà, vous cherchez du logement d'urgence au-delà de ceux que vous devez créer, en termes de lits supplémentaires. Nous, on peut apporter ça, 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 ça. Ça, les CCAS ont ce maillage-là et le font déjà. Le travail en silo, oui. Le travail en silo, il y va aussi parfois pour les associations de maires, d'où ma proposition de créer, parce que là aussi il faut nommer les choses, le G8 des solidarités, que les grandes associations de maires travaillent ensemble sur toutes les politiques publiques de solidarité qu'on évoque aujourd'hui. Et je pense, et cette délégation le démontre, ça ne peut pas souffrir de partisanerie en fait. On est en train de parler du quotidien de nos compatriotes et donc nous devons faire cause commune et abonder dans le même sens. Et donc moi, j'espère que nous serons reconnus pour ce que nous sommes, encore une fois. Hein. Nous ne sommes pas l'UNCAS, un back-office pour les ministères. Nous sommes une association de maires qui maillons tout le territoire avec une vraie expérience. Olivier Véran, dans le précédent quinquennat, m'avait invité à son ministère de la Santé et des Solidarités, avait compris de l'intérêt et de l'utilité de nous mettre autour de la table au moment où on se battait contre la crise sanitaire que l'on avait connue. Moi, je ne suis pas rentré dans un débat de politiciens vis-à-vis du CNR. Nous avons fait acte de candidature. Bon, il a été décidé de mettre autour de la table d'autres représentants, mais tous les CCAS qui sont en première ligne, encore une fois, avec l'État, nous ne sommes pas dans les débats. Si, nous sommes dans les sous-groupes, mais pas dans le débat national présidé par Emmanuel Macron. Peu importe, nous continuerons à avancer. Enfin, sur le aller vers les initiatives innovantes, je vais être honnête, je n'ai pas trouvé d'initiative innovante encore à ce stade. Peut-être une collectivité qui fait du aller vers sur l'aspect de la sécurité publique avec un camion sérigraphié police et dedans il y a 2 postes administratifs, police municipale et police nationale, ce qui permet d'aller vers dans les quartiers pour que les gens fassent leurs démarches administratives. Après, tous les CCAS ont mis en place. Déjà, on avait le aller vers en période de canicule, vous le savez tous, hein. Donc il existait déjà. Et aujourd'hui, je pense que, fort de ce que nous avons vécu depuis 3 ans, je pense que tous les CCAS vont continuer à développer cette politique du aller vers parce qu'elle est nécessaire pour que personne ne soit oublié. Sur la question de la crise alimentaire, par exemple, ce sont les CCAS qui ont fédéré toutes les grandes associations avec la Banque alimentaire pour qu'on puisse avoir un maximum, on va dire, de paniers repas, distribuer un maximum d'administrés dans chaque commune. Et là, les CCAS ont pris la main pour qu'ils disent à toutes les associations présentes, on vous fédère, on ne dit pas ce que vous avez à faire, mais au moins on sait qu'on va toucher un maximum de familles et qu'on n'aura pas à le regretter. Sur les CCAS sont sous-utilisés. Oui, c'est ce que je disais, c'est que, encore une fois, et je vais vous dire une chose qui me démontre qu'on n'a pas compris qui nous étions. Dans le dernier projet de loi de finances, nous avons une convention avec l'État qui a toujours dépendu d'une mission budgétaire qui relevait du ministère de la Santé et des Solidarités. Et je trouvais que notre place était à ces endroits-là du budget. Et je ne sais pas qui a décidé, mais en tout cas, ça s'est fait comme ça, parce que nous portons aussi le logement d'urgence, je viens d'en parler. On nous a raccrochés sur une nouvelle mission budgétaire sous le ministère du Logement.
Or, ce n'est pas ce que nous représentons. Et quand j'ai vu ça, c'est pas anecdotique ce que je vous dis, hein. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, on ne comprend pas ce que nous sommes. Donc moi, aujourd'hui, depuis 2 ans maintenant, j'essaye de faire mon job de président, de nous faire connaître. Parce qu'il y a un truc de dingue, d'essayer de faire connaître les CCAS quand même, au plus haut niveau de l'État. Et donc, je ne peux pas dire plus, utilisez-nous. Et nous, on sera à vos côtés, les parlementaires. Si vous avez besoin de notre reporting pour construire la loi dans les années à venir, on répondra présent. Il y a un interlocuteur dont on parle peu depuis le début de cette audition. Je voudrais revenir parce qu'on parle quand même du champ de compétences de la solidarité, c'est le département. Vous évoquez beaucoup la nécessité que l'État soit davantage à vos côtés. Vous êtes dans les missions, ce que j'entends tout à fait. Mais il y a aussi le département dont c'est la mission principale que celle de conduire les politiques de solidarité. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous voyez aujourd'hui cette relation, y compris vous avez commencé à le faire tout à l'heure, dans l'hyper-proximité. On peut avoir des maisons départementales, des CCAS. Quelle est finalement pour vous, comment fonctionne je ne sais pas si on peut parler d'un couple. On évoquait le couple maire-préfet, mais le couple CCAS, conseil départemental. Comment aujourd'hui vous le qualifieriez et quelle perspective, si vous pouvez aller un peu au-delà de ce que vous avez commencé à dessiner, dans les prochaines années en termes d'articulation entre ces deux niveaux de collectivité, d'institution? Je crois que je comprends où vous voulez m'emmener, Monsieur le Président. Non, vous savez, ici, on parle très, très librement et puis on ouvre tous les sujets sans arrière-pensée, je vous bien assure. évidemment. D'abord, le couple CCAS et ES département, il fonctionne. Il ne faut pas se leurrer, chacun dans son domaine de compétences, avec cette particularité que quand même, encore une fois, avec nos ABS, nous sommes quand même au plus proche de la réalité du terrain que nous pilotons avec nos élus et nos agents territoriaux. Après, si on se projette sur le débat qui avait été entamé sur demain les CIAS, donc sur le fait intercommunal, et la mutualisation de moyens et de nouvelles compétences peut-être transférées du département vers le fait intercommunal. À partir du moment où on prend en compte que ce n'est pas la même chose d'avoir un département en province qu'un département en Île-de-France. Voilà, c'est pas la même réalité. Et moi, je vois bien, pour bien connaître la Corrèze, le département de mes beaux-parents, le département, dans ce cadre-là, c'est la collectivité de proximité, en fait, la réalité. Ce qui n'est pas forcément le cas du département où j'ai été, il y a quelques années, vice-président en Val-de-Marne. On voit bien que le conseiller départemental n'a pas le même rôle en zone dense qu'en zone rurale. Bon. Et là, je pense que le législateur doit avoir une vraie réflexion d'organisation territoriale entre l'Île-de-France, la province. Est-ce que l'on fait monter en puissance les CIAS, ce qui permettra de donner de l'ingénierie aux maires ruraux qui n'ont pas forcément les moyens ou les compétences requises pour s'organiser comme la ville d'à côté. C'est un vrai débat, hein. C'est un vrai débat. Moi, je ne peux pas le trancher comme cela parce que, encore une fois, je ne peux pas engager le réseau. Par contre, si des réflexions sont entamées demain, ce sera avec plaisir qu'un groupe pluraliste qui représentera toutes les tendances pourra venir aider à vos travaux et à vos réflexions. Nous allons en janvier ouvrir un groupe de travail très large autour de la décentralisation. Alors, c'est pas forcément, ça peut être aussi entre collectivités. Je pense que c'est bien de verser à ce débat sur le champ des politiques sociales, à la fois votre regard, votre recours d'expérience, qu'on puisse avoir des échanges avec un panel différent. Vous le disiez, on est très sensible au fait qu'on est sur des réalités territoriales très différentes qui peut-être exigent de nous qu'on soit davantage dans la différenciation des solutions que l'on peut bâtir. Je me tourne vers mes collègues. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Notre collègue est parti tout à l'heure qui a évoqué les maisons France Service et donc nous savons que dans le cadre notamment de l'agenda rural, la deuxième partie, il y a des réflexions pour toujours essayer de développer mieux. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, on ne peut pas aussi, pourquoi pas, vous évoquiez également le rôle des secrétaires de mairie qui parfois se trouvent totalement démunis. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de travailler sur l'hypothèse de faire aussi travailler ensemble toutes ces structures plus qu'elles ne le font aujourd'hui?
les CCAS, au fond, vivent aussi de façon un peu fermée. Même si, à l'échelle, par exemple, de villes moyennes, les coopérations se font avec l'ensemble des partenaires. Mais là, je le vois notamment, encore une fois, sur les territoires ruraux, qui m'inquiètent toujours plus, parce que on n'y voit pas ce qu'il se passe vraiment. En tous les cas, on se cache plus qu'en milieu urbain. Et donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait essayer de travailler plus entre les maisons France Service et les CCAS, notamment parce que souvent les personnes ignorent les dispositifs qui existent, ignorent vers qui se tourner. Voilà. Est-ce que des permanences d'assistants sociaux, est-ce qu'on pourrait, pourquoi pas, envisager de bâtir des modèles comme cela? Alors, vous avez tout à fait raison, Madame la députée. Et d'ailleurs, il existe déjà des maisons France Service qui accueillent en leur sein des permanences départementales, des permanences de CCAS, des assistantes sociales. Ça existe et c'est plutôt quelque chose de très bien. Et en plus, ça correspond au fait que le service public puisse être maintenu sur le territoire. Après, je crois que c'est au réseau UNCAS de lancer une réflexion, ce que nous allons faire cette année en 2023, où nous allons adresser différentes questions à nos adhérents en leur disant, finalement, en 2023, c'est quoi cet acronyme Centre communal d'action sociale? Vous savez, autrefois, on s'appelait le Bureau des affaires sociales. Hein. On va pas remonter à... Et je pense que si nous arrivions à trouver une nouvelle lexicologie, en fait, là, on aura besoin, pour mieux populariser toutes les politiques publiques que l'on porte, là, on aura besoin du législateur pour changer de nom. Et donc, on viendra vous solliciter si jamais il y avait une grande majorité qui poussait vers ces choses-là. Mais ça fait partie des chantiers que l'on souhaite mettre en œuvre, parce que je pense, pour l'avoir vécu personnellement, comme vous tous, dans la crise sanitaire, CCAS, ça ne matche plus avec les temps d'aujourd'hui, quoi. Il faut qu'on s'appelle autrement. Oui, M. Lucini. Oui, est-ce qu'il n'y a pas, en termes de, justement, comme on est sur le thème de la communication, parfois au niveau de certaines mairies, une volonté de pas trop communiquer, de manque de communication volontaire pour éviter qu'il y ait un afflux trop important de personnes dans les CCS qui ferait augmenter encore plus le coût final des subventions municipales? Alors, objectivement, moi, j'ai jamais, pour le moment, hein, j'ai jamais vécu cela dans tous les territoires que j'ai déjà visités, déjà près d'une bonne quinzaine, hein, donc en moins de 2 ans. Et au contraire, je trouve toujours des rapports extrêmement bien shadés de communication sur toutes les politiques publiques qui sont portées par les établissements publics. Après, je vais vous dire qu'on communique ou qu'on ne communique pas. C'est vrai en ruralité comme en zone urbaine. Les gens qui auront besoin de la puissance publique, elles viendront toujours passer soit le pas de la porte de la mairie qui vous orientera vers le CCAS, soit vers le CCAS, ou soit vers une association qui travaille avec le CCAS et qui les orientera. Donc, je ne crois pas que ce soit le sujet, et je n'imagine pas un maire ou une maire aujourd'hui être dans ce type d'état d'esprit, ce qui serait un non-sens en fait. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai noté notamment peut-être 2-3 sujets sur lesquels il serait bon qu'on poursuive cette discussion, ces échanges, soit dans le cadre du groupe de travail que nous allons lancer, soit à l'occasion de nos échanges à Bourges. Avec plaisir. D'ici là. Donc, je vous réserve une chambre, Monsieur le Président. Non, mais je pense que le sujet que vous avez commencé à évoquer, d'articulation de l'action communale, intercommunale et départementale, je pense que ce serait intéressant qu'on le creuse. Il y a 2 autres sujets qui me semblent aussi, on en a peu parlé, mais la réforme de France Travail, la place des collectivités territoriales et tous les acteurs qui amènent demain à l'insertion professionnelle me semble être un bon sujet. Puis vous avez produit un livre blanc remarqué sur l'autonomie, qui renvoie aussi je pense, à l'articulation des politiques de l'État et politiques menées par les collectivités territoriales. Et je crois que ce sujet-là aussi, et je pense que l'Assemblée de manière générale aura à se dire ce sujet-là, pourrait faire l'objet un peu d'approfondissement dans nos échanges. Monsieur le Président, si je peux me permettre, avant de quitter cette audition et vous remercier, j'attire quand même vraiment votre attention sur la question du bien vieillir. Au moment où on se parle, il y a 2,5 millions de personnes qui sont dépendantes. À la fin de la décennie, elles seront 4,5 millions.
Je vous ai donné les chiffres à l'horizon 2030 et 2050. Et dans le secteur immobilier, les résidences seniors services, c'est le parent pauvre de la promotion immobilière, c'est même pas 3%. Et si je dis cela, c'est qu'à chaque fois que l'on parle du bien vieillir, c'est toujours sous l'angle du médico-social, les EHPAD, évidemment, les résidences autonomes. Or, justement, dans mon tour de France, nos seniors, ils veulent rester chez eux et le modèle résidence autonome ne correspond plus à la réalité là aussi d'aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'en matière de politique très innovante, moi j'ai vu des territoires qui sont en train de transformer leur résidence autonome, le studio où vit la personne âgée, en chambre d'EHPAD, ce qui est rassurant pour la famille parce qu'on ne change pas de domiciliation. Et là, on est dans l'accompagnement réel et total du bien vieillir et de mourir dans la dignité. C'est un vrai sujet, je voulais conclure par celui-là, parce que là, on a besoin d'une politique nationale très structurante, et c'est le législateur qui peut le faire. Et vous l'avez compris, ça fait partie des sujets sur lesquels j'espère on aura l'occasion de poursuivre nos échanges, en vous remerciant pour votre disponibilité, la vôtre et celle de l'équipe qui vous accompagne. Merci beaucoup. Merci à vous tous.